Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Le 6 août 1945, à 8h15 du matin, un bombardier américain B-29, Enola Gay, largue une bombe atomique surnommée Little Boy sur la ville d'Hiroshima. La bombe explose à environ 600 mètres au-dessus du centre-ville avec une puissance équivalente à environ 15 kilotonnes de TNT, 15 000 tonnes de TNT. L'explosion provoque une boule de feu intense qui atteint une température de plusieurs millions de degrés Celsius. En une fraction de seconde, une grande partie de la ville est réduite en cendres. Le souffle de l'explosion détruit presque tous les bâtiments dans un rayon de 2 km. Des milliers de personnes sont tuées instantanément par la chaleur, le souffle ou l'effondrement des structures. Les effets de l'explosion sont exacerbés par l'intense rayonnement thermique et ionisant. Les personnes situées à proximité de l'hypocentre sont littéralement vaporisées, tandis que celles qui se trouvent plus loin souffrent de brûlures graves et de blessures dues aux débris projetés. Les survivants sont exposés à des doses létales de radiation entraînant des maladies graves, notamment des cancers, et une mort lente et douloureuse pour beaucoup. Les estimations varient, mais on estime que 70 000 à 80 000 personnes sont tuées instantanément. D'autres milliers de personnes succombent par la suite à leurs blessures et aux effets des radiations. Environ 90% des médecins, 93% des infirmières de la ville sont tués ou blessés, ce qui rend évidemment les efforts de secours extrêmement difficiles. Outre les destructions matérielles et les pertes humaines immédiates, les effets à long terme de l'explosion d'Hiroshima sont dévastateurs. Les survivants, connus sous le nom de Hibakusha, souffrent de problèmes de santé chroniques, de stigmatisation sociale et de traumatismes psychologiques. Les taux de cancer et d'autres maladies liées aux radiations augmentent de manière significative parmi la population exposée. 3 jours après Hiroshima, une deuxième bombe atomique est larguée sur Nagasaki, tuant des dizaines de milliers de personnes supplémentaires. Face à cette nouvelle menace de destruction totale, le Japon, vous le savez, capitule le 15 août 1945, marquant ainsi la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'utilisation des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki marque, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire évidemment, le début de l'ère nucléaire avec la menace constante de la guerre atomique pesant sur le monde entier. Mais saviez-vous que la décision de fabriquer la bombe date de décembre 1941 ? Nous allons voir justement comment, en moins de 4 ans, et j'insiste, une organisation scientifique et technique d'un type nouveau, dirigée par le ministère de la Guerre américain, a planifié, conçu et mis en service le réseau de bureaux d'études, de laboratoires et d'installations industrielles qui, gramme par gramme, allaient produire l'arme la plus puissante du monde. Cette émission fait suite, bien sûr, aux 3 émissions sur la bombe atomique française, et je reviens sur beaucoup de points, notamment techniques, technologiques. Alors ces points plairont certainement aux puristes, rebuteront peut-être les amateurs de la simple histoire, vous pourrez avancer les secondes si vous voulez. J'espère en tout cas avoir été le plus clair possible, le plus didactique possible, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Cette semaine donc, dans 5000 ans d'histoire, le projet Manhattan. Fin 1941, l'Allemagne et ses alliés occupent presque toute l'Europe, de la Sicile au Cap Nord, de Brest jusqu'à la Crète. Les troupes allemandes ont envahi une grande partie de l'URSS, encerclent Leningrad et se trouvent devant Moscou. Dans la première partie de l'année 42, elles avancent plus loin encore, jusqu'à Stalingrad et au Caucase. Seule la Grande-Bretagne, bien que bombardée, tient bon. En Extrême-Orient, les Japonais, alliés d'Hitler et Mussolini, viennent de lancer une attaque surprise sur la base américaine de Pearl Harbor, dans les îles Hawaï. Comme vous le savez, c'est le 7 décembre 1941, au petit matin, que plusieurs vagues d'assaut ont détruit plus de la moitié de la flotte du Pacifique. Les troupes japonaises occupent alors une partie de la Chine, l'Indochine et de nombreux archipels du Pacifique. Au cours de la première moitié de 1942, elles envahissent les Philippines, Singapour et les Indes néerlandaises, la Birmanie et une partie de la Nouvelle-Guinée. Et depuis le 11 décembre 1941, l'Amérique se trouve engagée dans la guerre contre le Japon, l'Allemagne et l'Italie. Le 16 décembre, à Washington, se réunit ce qu'on appelle le Top Policy Group.
Il a été formé quelques mois plus tôt pour définir et suivre la politique de recherche et de développement scientifique et technique des États-Unis. Ce Top Policy Group comprenait bien sûr le président des États-Unis, Franklin Roosevelt, le vice-président Wallace, le secrétaire d'État à la guerre, Stimson, le chef d'état-major, général Marshall, et deux scientifiques, le docteur Vannevar Bush, président de l'OSRD, l'Office of Scientific Research and Development, et le docteur James Conant, président de l'université d'Harvard et son adjoint président du NDRC, le National Defense Research Committee. Je vous donne ces noms parce qu'ils reviendront évidemment dans l'émission. À l'ordre du jour de la réunion, l'état d'avancement des travaux sur l'uranium. Bush et Conant proposent, et cette proposition va être acceptée, que la recherche atomique aux États-Unis change carrément d'échelle. Ainsi, au lieu de poursuivre simultanément des recherches sur les applications civiles de l'énergie nucléaire, une nouvelle source d'énergie bien sûr, j'y reviendrai dans d'autres émissions, et sur ces applications militaires, on se concentrera uniquement sur ce second but, construire une bombe atomique utilisable avant la fin de la guerre. La crainte, c'était évidemment de voir les Allemands la réaliser les premiers, bien sûr. Il faut savoir que les termes énergie atomique et bombe atomique ont été utilisés par les Américains parce qu'ils apparaissaient plus familiers au grand public qu'énergie nucléaire ou bombe nucléaire. Dès lors, il ne suffit plus d'avoir des contrats avec les laboratoires. Il faut maintenant envisager une nouvelle organisation qui permette d'étudier et de construire des unités de production industrielles. Et j'insiste sur ce mot, à échelle industrielle. Vannevar Bush recommande donc que des officiers de l'armée, du corps du génie, c'est-à-dire des ingénieurs, se joignent aux équipes de recherche pour se familiariser avec la problématique de l'uranium. Et c'est comme ça que J.B. Conant a été chargé de passer en revue l'ensemble du programme nucléaire actuel. Son analyse, en printemps 1942, allait détailler 5 méthodes pour parvenir à la réalisation d'une bombe atomique. Les connaissances accumulées semblaient indiquer que toutes pourraient en fait être utilisables, réalisées si vous voulez. Il a donc été décidé de poursuivre le développement de ces méthodes en parallèle, tant qu'il ne serait pas démontré que certaines d'entre elles ne pourraient aboutir rapidement. Vous avez bien compris, donc tout en même temps, et en gros les premières arrivées seront les premières utilisées. Bush va proposer que l'armée soit introduite dans le projet au cours de l'été 1942 pour collaborer à la construction d'usines de production. Le 17 juin 1942, le rapport Bush est transmis au président Roosevelt qui, dès le lendemain, l'approuve. Un colonel du génie a été chargé de former un nouveau département d'ingénieurs pour développer l'énergie atomique à des fins militaires. Vous avez compris, ça traîne pas. Le 11 août, il faut donner un nom à ce nouveau département. Il était connu alors que comme département pour le développement de matériaux de substitution, le DSM. Mais ça attire un peu la curiosité, donc il a été décidé de lui donner un nom de code, Manhattan Engineer District, le MED. Ses bureaux étaient d'abord implantés à New York, dans le quartier de Manhattan, je vous le donne en mille. C'est le début d'un énorme effort qui a coûté des milliards de dollars et mobilisé à travers tous les États-Unis plus de, écoutez bien, 100 000 hommes et femmes, scientifiques, ingénieurs, militaires, techniciens, ouvriers et administratifs. Mettez ça en regard des émissions sur la bombe française, vous allez comprendre ce qu'ont fait les Américains en 4 ans, ce que nous avons dû faire, nous, en près de 20 ans. En 1945, l'activité nucléaire va atteindre un volume similaire à celui de toute l'industrie automobile américaine à la même époque. Le 17 septembre 1942, le colonel Groves, Leslie Groves, j'en ai déjà parlé, du corps du génie, dans le film Oppenheimer, on le voit. Donc le général Groves a été nommé par le secrétaire d'État à la guerre, responsable donc du Manhattan District. Cette responsabilité comporte les pleins pouvoirs pour l'ensemble des travaux atomiques aux États-Unis durant la guerre. Son supérieur hiérarchique lui dit « Si c'est faisable, vous êtes capable d'y parvenir ». Apprenant qu'il serait promu quelques jours plus tard au grade de brigadier général, Groves demande que sa nomination officielle à la tête du MED soit retardée d'autant parce qu'à son avis, il vaut mieux avoir un grade élevé pour en imposer à tous les scientifiques avec lesquels il aurait à traiter. Et c'est fait le 23 décembre, encore une fois, rien ne traîne. Et à partir de là, le général Groves ne va plus perdre une seule minute. On sait, depuis 1932, à la suite des expériences du physicien britannique Chadwick, que le noyau d'atomes est constitué de protons et de neutrons. En janvier 1934, à Paris, Frédéric et Irène Joliot-Curie, j'en ai parlé, découvrent que les éléments chimiques stables, comme le phosphore et l'azote, ont ce qu'on appelle des isotopes radioactifs qu'on peut produire artificiellement. Et
Peu de mois après, à Rome, Enrico Fermi, le génial scientifique et son équipe obtiennent, en bombardant des noyaux avec des neutrons, des isotopes radioactifs de la plupart des éléments chimiques connus. Ils s'attaquent alors au plus lourd d'entre eux, l'uranium, un métal, pour tenter d'obtenir un élément chimique qui n'existe pas dans la nature, plus lourd que l'uranium, ce qu'on appelle un transuranien. Je vais essayer de revenir un peu sur tout ça, pas forcément toujours dans les détails, parce que là sinon on va passer des heures et des heures. Ils observent effectivement un grand nombre de radioactivités nouvelles, mais en réalité cette quête des transuraniens ne va pas aboutir. Il va falloir 4 ans de travaux intenses, en particulier ceux de l'équipe d'Irene Joliot-Curie et ceux de Otto Hahn et de Lise Meitner à Berlin, pour que fin décembre 1938, on parvienne à la conclusion que les noyaux d'uranium, sous l'action des neutrons lents, se scindent en deux, donnant 2 noyaux plus petits. Lise Meitner, qui a émigré en Suède, et son neveu Otto Frisch expliquent peu après ce phénomène qu'ils vont baptiser fission. C'est ça qui est important, c'est la fission. Dans un noyau d'uranium, les forces de répulsion à longue portée, entre les 92 protons de même charge positive, c'est là que vous pouvez avancer si vous avez envie, contrebalance presque les forces d'attraction nucléaire à courte portée. Il suffit en fait d'un petit apport d'énergie provenant de l'absorption du neutron pour que le noyau se déforme et fissionne en 2 morceaux, libérant à ce moment-là une énergie très importante. Ces morceaux sont des noyaux plus petits, des isotopes stables ou en général radioactifs d'éléments chimiques connus.